L'extrême droite a perdu la présidentielle en Autriche, Renzi a perdu son référendum en Italie et pendant ce temps-là, eh bien, en France, Manuel Valls devrait prochainement déclarer sa candidature à la primaire pour la présidentielle. C'est avec Nicolas Bay, l'eurodéputé du Front National, que nous sommes ce matin. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Alors, normalement, Manuel devrait annoncer sa démission de Matignon. Son bilan est associé à celui de François Hollande? C'est le bilan de François Hollande et Manuel Valls. C'est un bilan commun, désastreux à tous égards. Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre depuis presque 3 ans. Il est totalement co-responsable de ce bilan désastreux. 400 milliards de dettes publiques supplémentaires, des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires, la France vulnérable, désarmée face au terrorisme, l'islamisme radical qui a prospéré partout sur le territoire. C'est son bilan. Il est accablant. Vous êtes rude avec l'islamisme radical. Ça fait longtemps quand même qu'il monte dans notre pays. Mais vous avez raison de souligner que la droite a une lourde responsabilité. François Fillon, en fait, je vous ai tendu une pendant perche, le quinquennat 2007-2012, a installé l'islamisme radical au cœur de la République, avec le Conseil français du culte musulman sous le contrôle de l'UOIF. Et c'est vrai que c'est le désarmement de la France, c'est le bilan commun de la droite et de la gauche. Il a désarmé la France, Valls ? Oui, je crois. En tout cas, il n'a rien fait pour la réarmer. 13 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés par François Fillon, 54 000 postes dans l'armée supprimés. Et contrairement aux promesses de campagne de François Hollande en 2012, rien n'a été restauré. C'est un meilleur candidat que Hollande pour la primaire ? Je pense que c'est à peu près pareil. Je pense que finalement c'est bonnet blanc, vous leur bonnez tous les deux là. Je crois surtout que le Parti socialiste est globalement rejeté par les Français. C'est pas seulement la personnalité de François Hollande. En réalité, on a un Parti socialiste qui est en échec total. C'est la gauche qui est ou le Parti socialiste qui est en C'est la gauche en général. Il est mort, le Parti socialiste. Il est en tout cas, il est en très mauvais état, très affaibli, et pour cause, sa politique est rejetée massivement par les Français. C'est pas seulement Hollande, c'est Valls, Macron, Montebourg. Ils sont tous co-responsables de ce quinquennat qui à tous égards a affaibli la France et puis a apporté un tort considérable à nos compatriotes. Alors, Valls, Montebourg, Macron, il y en a un que vous n'avez pas cité, et pour cause, il ne faisait pas partie de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il représente vraiment une alternative crédible, lui qui a été... Je ne sais pas, regardez dans les sondages, il est quand même le favori des sympathisants de gauche. Oui, mais je crois qu'il bénéficie un peu du vote de rejet du Parti socialiste, mais finalement, Jean-Luc Mélenchon, il a été sénateur socialiste pendant des décennies, il a fait toute sa carrière politique avec le Parti socialiste, le Parti communiste et le Front de gauche sont avec le PS dans des majorités dans toutes les collectivités territoriales, à tous les étages de la vie politique française. Là aussi, ça constitue évidemment pas une alternative politique. Et pourtant, politique. Il fait de l'ombre il peut faire de l'ombre à Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il n'incarne pas le patriotisme, il n'incarne pas la restauration de la souveraineté nationale. Déshonorant quand même. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il va bénéficier du rejet du PS, mais voilà, c'est pas... L'enjeu de 2017, c'est un enjeu de civilisation. C'est-à-dire que les Français ne sont pas confrontés à un choix comme au régional de gestion locale. Est-ce que la France va rester une nation libre de son destin ? C'est l'enjeu de la présidentielle de 2017. Oui, je crois. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix de civilisation. Et par conséquent, les Français, ils ont le choix entre d'un côté ceux qui sont les continuateurs de ce système, qui ont participé. Donc ça, c'est qui ça ? C'est aussi bien la droite que la gauche. Ou et vous alors ? Nous ne sommes pas les responsables des politiques menées, ça vous a pas échappé depuis des décennies, et nous portons un projet résolument alternatif. C'est quoi votre civilisation ? C'est défendre à nouveau l'identité de la France et utiliser la souveraineté nationale, c'est-à-dire restaurer notre souveraineté en matière monétaire, en matière législative, en matière territoriale, pour servir à nouveau l'identité nationale. Là où vous m'étonnez, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il défend finalement le même programme. Mais pas du tout, parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais rien... l'un que l'autre. Non, mais il n'a jamais rien remis en cause de l'Union européenne, des directives imposées par l'Union européenne. Vous avez vu que sur l'immigration, il commence un peu tardivement, à reculer un peu, là. Trop tard. Le multiculturalisme, c'est plus trop son affaire. Oui, mais trop tard pour que ce soit sincère et honnête. Et puis, je crois que son projet, il est totalement archaïque. Nous, ce que nous défendons... Et pas le vôtre. Le vôtre, il n'est pas archaïque. Non, nous, ce que nous défendons, c'est la retraite à 60 ans. C'est la liberté d'entreprendre avec un État qui joue à nouveau son rôle. Très dirigiste, l'État. Non, un État qui joue tout son rôle, mais qui ne joue que son rôle. C'est la différence fondamentale que nous avons avec François Fillon. Vous avez du mal à vous entendre économiquement tous, là. Si, on s'entend très bien. On est d'accord sur 2 points fondamentaux. Un, l'allègement de la fiscalité, des charges, des contraintes qui pèsent sur nos entreprises pour leur redonner de la compétitivité, pour leur redonner de l'oxygène. Et 2, un État qui joue à nouveau son rôle, c'est-à-dire du protectionnisme intelligent à nos frontières, droits de douane, quotas, contingentement, et le patriotisme économique qui aujourd'hui est interdit par l'Union européenne. Donc on sort de l'Europe, on est d'accord, hein.
on réorganise différemment l'Europe. On construit une Europe des nations souveraines. C'est la France qui réorganise l'Europe, c'est le Front National qui réorganise l'Europe. Je crois qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne, il y a une aspiration profonde partout en Europe à une Europe construite différemment. Pas à ma question. On sort de l'Europe ou pas? On renégocie de fond en comble les traités européens. Et si ça n'est pas possible... Alors, attendez, qu'on soit clair, on reste dans l'Europe. On commence par négocier, et puis si on n'obtient pas un changement radical de l'organisation de l'Union européenne, à ce moment-là, on fait un référendum pour sortir, et ensuite pour construire l'Europe différemment. Mais vous avez vu, le référendum, c'est une arme risquée, parce qu'en Autriche, vos amis de l'extrême droite ont perdu. Non, mais c'est pas un référendum en Autriche. En l'occurrence, c'était une élection présidentielle. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé hier en Italie. En Italie, Matteo Renzi, il a proposé d'aller toujours plus loin dans le fédéralisme européen, de soumettre toujours davantage l'Italie aux exigences de l'Union européenne. En l'occurrence, c'était des exigences formulées par la BCE en 2011. Résultat, les Italiens ont refusé, parce qu'à chaque fois que les peuples européens sont amenés à se prononcer sur l'Union européenne, à chaque fois ils disent non. C'était vrai en 2005 en France et en Hollande, ça a été vrai avec le Brexit, ça l'a été hier soir en Italie. On voit bien qu'il y a une aspiration profonde des peuples européens à construire l'Europe de façon totalement différente. Ça ne remet pas en cause d'ailleurs l'amitié qui existe entre les nations européennes. Vous avez des relations avec le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo? Nous avons surtout des relations avec le grand gagnant de ces élections italiennes hier soir, c'est-à-dire la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, qui sont nos alliés au Parlement européen. Et aujourd'hui, nous avons un groupe constitué de 9 nationalités. Et ça montre bien d'ailleurs qu'on a une démarche européenne. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, elle organise l'impuissance collective des nations européennes. Vous l'organisez quand ce référendum, si jamais vous n'arrivez pas à votre fin? Je crois qu'il faut engager des négociations et au bout de quelques mois, si ces négociations ont échoué, eh bien à ce moment-là, organiser un référendum. Mais ce qui est important, au-delà des procédures, c'est de retrouver notre capacité à maîtriser notre destin, c'est notre liberté. Il y a une chose quand même qui est contradictoire dans votre propos, parce que vous me dites on baisse les charges, on baisse les impôts et tout. Ça fait moins de rentrées dans les caisses de l'État, on est d'accord. Oui. Et par ailleurs, eh bien, vous voulez une protection maximum des plus modestes. Vous voulez un salaire pour tous, vous voulez augmenter le SMIC. Non, mais ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut rétablir un minimum de justice en matière fiscale, par exemple. Les TPE-PME aujourd'hui, qui constituent 95% du tissu économique, elles payent 22% d'impôts sur les sociétés. Les grands groupes du CAC 40 en payent 8%. C'est ça qu'il faut changer. Ensuite, on demande toujours aux Français, les classes moyennes en particulier, les familles, qui seraient les premières victimes d'ailleurs de la politique de François Fillon, de faire toujours plus d'efforts, toujours plus de sacrifices. Mais qu'on commence par faire les économies là où il y a des gisements possibles d'économies. La fraude sociale, 20 milliards d'euros. L'immigration, 80 milliards d'euros. Ce que nous coûte l'Union européenne chaque année, 13 milliards d'euros. L'immigration, ça coûte 80 milliards. Oui, enfin, entre 50 et 80 milliards, tous les coûts liés à l'immigration. Aujourd'hui, c'est l'accueil, c'est exorbitant. D'ailleurs, tout récemment, la Suède a chiffré le coût annuel d'un clandestin, d'un migrant, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. C'est un coût évidemment exorbitant. Ça nous coûterait infiniment moins cher, d'ailleurs, d'organiser les corridors humanitaires et la sécurisation de ces populations à proximité de leur pays d'origine, plutôt que de les faire venir en France et en Europe, où on n'a plus rien à leur offrir. On a vu les tout derniers chiffres de la pauvreté en France. Près de 15% de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et dans ces conditions, il est absolument insupportable, et c'est une véritable insulte qu'il aurait faite, d'accueillir comme ça une immigration clandestine qui n'a rien à voir avec l'asile politique. Ce ne sont pas des réfugiés, ils viennent uniquement pour des raisons économiques. On sent quand même qu'il y a un débat à l'intérieur de votre mouvement, mené par Bernard Monod, qui essaye d'harmoniser tout ça, mais entre Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait le même discours économique. Sur les questions économiques, il faut être notre position, elle est, je crois, très claire et équilibrée, mais moi je suis totalement derrière Marine Le Pen, et je suis convaincu que nous devons à la fois défendre, et c'est ce que nous faisons, la liberté d'entreprendre, qui aujourd'hui est paralysée parce qu'on a un État qui est omnipotent, tentaculaire, qui est confiscatoire en matière fiscale, et en même temps, nous devons défendre un État qui joue à nouveau son rôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il est inacceptable, par exemple, de voir que la SNCF achète à Bombardier des rames de TGV, pendant ce temps-là, on a Alstom qui met la clé sous la porte. À fond, vous êtes contre les privatisations que pourrait préconiser François Fillon. Oui, parce que aujourd'hui, les privatisations, elles consistent pour l'essentiel à, à vendre à des capitaux privés un certain nombre d'activités qui relèvent du secteur stratégique et qui appartiennent aux Français. Quel est l'intérêt que telle ou telle activité soit privatisée, a fortiori si elle est rentable, sauf à permettre à des gens de faire des bénéfices considérables sur le dos des Français. Ça n'est pas acceptable. Quel est l'intérêt, par exemple, pour l'État d'être au capital d'Orange ?
Je crois que en matière de transport, en matière d'énergie, en matière de télécommunication, on est évidemment dans des secteurs stratégiques. Ah. Et le fait qu'il est absolument indispensable, là encore, pour notre souveraineté, que l'État contrôle ait un contrôle sur ces activités. Dans l'automobile aussi. Sur l'automobile, c'est moins indispensable. En revanche, le rôle de l'État, il est ailleurs. Il consiste à protéger notre marché pour éviter la concurrence déloyale des pays à bas coût de main-d'œuvre. François Fillon, qui sera le candidat de la droite, c'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Si, c'est une bonne nouvelle, parce que je crois qu'il cumule à la fois les handicaps d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, à commencer d'ailleurs par leur bilan, sans forcément avoir leurs avantages. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité qu'avait Nicolas Sarkozy à mobiliser un électorat populaire. On a bien vu que la première de la droite, c'était quelque chose de sociologiquement très étriqué. Et puis, il n'a pas non plus d'ailleurs la capacité qu'aurait eu Alain Juppé à mobiliser au-delà de sa famille politique au second tour. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il est coincé alors. Oui, il est totalement coincé. Je pense qu'il est d'ailleurs en phase de hollandisation ou de baladirisation. Sur les valeurs, sur la civilisation dont vous parliez tout à l'heure, on le sent quand même. Bon, il y a des choses qui sont, j'imagine, à partager avec Marine Le Pen. Non, il n'y a pas grand-chose à partager. Il y a juste le constat qu'il est, comme souvent la droite, il parle comme le Front National en campagne, et puis ensuite il gouverne comme la gauche. Et lui, quand il a été au pouvoir, c'est ça que vous dites ? Oui, totalement. Je pense que quand il dit, par exemple, qu'il défend les valeurs familiales, mais enfin, de qui se moque-t-on ? C'est lui qui a supprimé la demi-part pour les veufs et les veuves ayant eu des enfants. C'est lui qui a supprimé l'avantage fiscal pour les jeunes mariés. C'est lui qui ne veut pas aujourd'hui remettre en cause l'adoption par les couples homosexuels. Donc on voit bien que... Si, il veut remettre en cause l'adoption plénière. L'adoption plénière, mais il veut garder l'adoption simple, il ne veut pas remettre en cause la loi Taubira. Donc je crois qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Alors que vous la remettez en cause, la loi Taubira. Oui, bien sûr, on l'a toujours dit. Vous supprimez le mariage pour tous. On supprime, on abroge la loi Taubira et on la remplace par une amélioration du PACS qui donnerait des avantages fiscaux et patrimoniaux identiques à ceux du mariage. Ça, c'est l'idée de Marine Le Pen, ça. Oui, c'est une position qui n'a jamais manifesté. Si, c'est la position constante que nous avons exprimée depuis 3 ans. Dans la manif pour tous, par exemple. Non, mais encore une fois, l'enjeu, c'est la loi. En l'occurrence, nous souhaitons l'abrogation de la loi Taubira. Voilà. Notre position, elle est extrêmement claire et cohérente. Je crois que François Fillon, c'est une vaste escroquerie dans ce domaine comme dans d'autres. Un autre François exemple. Fillon est une escroquerie. Oui, c'est une escroquerie parce que quand il dit, par exemple, qu'il va combattre l'islamisme radical, il en fait un livre avec ce titre, en tout cas, même s'il n'y a pas grand-chose ensuite quand on lit le livre. Il a fait exactement le contraire quand il était au pouvoir pendant 5 ans. Alors, il peut toujours nous dire aujourd'hui que finalement, ce serait Nicolas Sarkozy qui lui aurait imposé cette politique. Mais à ce moment-là, c'est tout aussi grave. Ça veut dire que pendant 5 ans, il n'a pas été capable une seule fois de dire non à Nicolas Sarkozy. On ne le voit pas demain être capable de dire non à Angela Merkel ou à Jean-Claude Juncker. Des regrets de voir l'extrême droite, alors pour le coup, pardonnez-moi tout à l'heure, effectivement, ça ne s'agissait pas d'un référendum, mais de l'élection présidentielle autrichienne, le deuxième tour, puisqu'il avait été annulé devant la justice. Des regrets de voir l'extrême droite. Non, c'est pas l'extrême droite, ce sont les patriotes du FPO qui sont nos alliés autrichiens. Ils ont échoué. C'est quand même l'extrême droite, quoi. Non, pas du tout. Ils ont échoué de peu, 47% des voix. C'est quand même bon. Oui, enfin, ils ont eu la coalition du système face à eux. Les élections ont été annulées parce qu'il y a eu des irrégularités. Ensuite, elles ont été reportées pour des motifs totalement inexplicables. Et finalement, on a bien vu qu'ils ont profité, que nos adversaires se sont coalisés de la droite à la gauche. Ça nous rappelle quelque chose sur ce qui peut se passer en France pour empêcher de justesse cette victoire du FPO. Bon, ce sera sans doute pour ce sera pour la fois suivante, et ça ne change rien à la réalité, c'est qu'il y a une dynamique patriote partout en Europe, et même au-delà de l'Europe, je pense évidemment aux États-Unis, il y a partout une volonté des peuples de se défaire des dictats imposés par l'oligarchie. C'est nouveau, ça, c'est pour ravaler à la façade, ça non, pas du tout, parce le patriotisme, que ça correspond à la réalité, c'est-à-dire la nation qui revient au goût du jour. L'idéologie mondialiste ultralibérale se fracasse sur les réalités. Pourquoi vous dites pas nationaliste alors plutôt ? Mais parce que nous sommes des patriotes. Parce que le terme que vous utilisez, il est connoté péjorativement, et puis c'est une espèce de fourre-tout qui veut tout et rien dire. Nous, ce que nous pensons, c'est que la nation reste le moyen le plus efficace de protéger nos libertés fondamentales, notre prospérité économique et notre sécurité. C'était le talk de Nicolas Beck. Il nous a dit que Valls, son bilan était associé évidemment à la déconfiture du quinquennat de François Hollande, auquel il a participé de bout en bout. Quant à François Fillon, c'est une escroquerie, nous dit Nicolas Beck. Maintenant, c'est avec Mathilde Sirot que nous allons poser vos questions, chers internautes. Bonjour Mathilde.
Bonjour Yves, bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Beaucoup de nos internautes souhaitent vous entendre sur la situation en Italie après la démission de Matteo Renzi. Est-ce que pour vous, on peut s'attendre à un Ital-Brexit? C'est Flo Dupont qui pose cette question-là. Ou qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation-là? Détailler un petit peu ce que pense le Front National. D'abord, je vois que Matteo Renzi a au moins un peu de dignité puisqu'il a immédiatement démissionné à la suite du résultat du référendum. Qu'est-ce qu'ont dit les Italiens? Ils ont dit ce que disent tous les peuples d'Europe lorsqu'ils sont amenés à s'exprimer sur les orientations de l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas se tromper, le référendum d'hier, c'était bien un enjeu lié à l'Union européenne, au sens où c'était la modification de la constitution italienne pour s'adapter aux exigences et aux directives de l'Union européenne. C'était d'ailleurs une demande formulée par la Banque centrale européenne en 2011. Très clairement, les Italiens ont dit qu'ils ne voulaient plus de ce carcan, ils ne voulaient plus d'une Union européenne qui décide à leur place et qui n'a en l'occurrence aucune légitimité. Donc finalement, les Italiens sont alignés sur les Polonais, sur les Hongrois, sur les Anglais, sur les Français et les Néerlandais qui, souvenez-vous-en, en 2005, avaient évidemment rejeté le traité constitutionnel qui a ensuite été imposé par François Fillon par voie parlementaire. Il a ainsi bafoué très gravement les choix du peuple français. Alors pour répondre précisément à Flo Dupont, est-ce que c'est une première étape vers un Ital-Brexit? Ça, c'est aux Italiens de le dire. Oui. Mais en tout cas, ça montre très clairement un rejet de l'Union européenne telle qu'elle s'est construite. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une aspiration profonde à construire l'Europe différemment. Une Europe des nations souveraines, une Europe des peuples libres, une Europe des coopérations entre les nations. C'est la seule Europe qui fonctionne. Vous remettez en cause le traité de Rome ou pas? Le traité de Rome, pas forcément, mais en tout cas tous les traités suivants, c'est-à-dire le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, on voit bien que ces traités-là, ils ont consacré la logique du fédéralisme européen qui va à l'inverse des intérêts des peuples. Puisque nous voulons une Europe pragmatique. L'Union européenne, elle a organisé l'impuissance collective des nations européennes. Nous, ce que nous défendons, c'est une Europe qui permette à chaque pays, en fonction de ses intérêts, d'avoir des accords de coopération avec un ou plusieurs autres pays d'Europe. Voilà, je crois que c'est l'Europe qui fonctionne, c'est l'Europe d'Airbus et d'Ariane qui ne doit absolument rien à la Commission européenne. D'autres questions sur la stratégie du Front National, sur l'économie, notamment avec la présence de Jean-Luc Mélenchon aussi dans la présidentielle. Certains souhaitent clarifier un petit peu la vision du Front National. C'est une question de Jean-Luc Lenumu, notamment, qui vous demande, face à François Fillon aussi, est-ce qu'il va falloir un petit peu affirmer des choses, changer le curseur du Front National sur l'économie? Je crois d'abord que François Fillon, quand on regarde son bilan, c'est la fiscalité qui n'a jamais été aussi élevée, 50 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires, dont les classes populaires et les classes moyennes ont été les premières victimes, donc, et qui a considérablement fragilisé notre économie, augmentant d'ailleurs dans la même période de 600 milliards d'euros la dette publique de la France. Donc on ne peut pas dire qu'en matière économique, ce soit un grand succès. Certes, mais il n'a fait qu'aggraver finalement cette crise financière. Ensuite, je crois qu'il faut sortir du vieux schéma entre d'un côté une approche marxiste ultra-interventionniste et de l'autre côté une approche ultra-libérale. C'est ce que représente ou ce que finit de représenter Jean-Luc Mélenchon. Nous défendons une approche pragmatique, ultra-libérale, absolument. Nous, ce que nous défendons, c'est une conception plus moderne et plus équilibrée finalement de l'économie, c'est-à-dire un État qui joue tout son rôle mais qui ne joue que son rôle. C'est-à-dire un État qui à la fois organise un minimum de protection de notre économie, de nos emplois, de nos industries, par des droits de douane, des quotas, des contingentements, un protectionnisme intelligent en quelque sorte, ce que font beaucoup de pays dans le monde, et en même temps un État qui permet la liberté d'initiative économique en allégeant les charges, en allégeant la fiscalité, en allégeant les contraintes administratives et même l'insécurité juridique dans laquelle évoluent aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Donc je crois qu'il faut avoir une approche pragmatique. Nous avons en face de nous des gens qui ont une approche dogmatique, soit les vieilles idéologies marxistes, soit les vieilles idéologies mondialistes ultralibérales qui aujourd'hui se fracassent sur le mur des réalités. Nous sommes des patriotes pragmatiques. Ça c'est le nouveau mot, ça, hein, patriote, vous le répétez. Hein. Je crois que c'est la réalité de l'enjeu entre ceux qui considèrent que la nation est dépassée, obsolète, et ceux qui considèrent au contraire qu'elle est le moyen de protéger les Français. Mathilde ? Une dernière question évidemment sur l'actualité du jour, enfin de ce soir, c'est Manuel Valls qui va annoncer sa candidature. Vous l'avez dit, par rapport à François Hollande, c'est du pareil au même. Mais au-delà, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez politiquement de l'ascension de l'ancien maire d'Evry? Là, il va être candidat à la primaire de la gauche, essayer de rassembler son camp, candidat probablement, s'il gagne la primaire, à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours quand même? Vous saluez l'ascension de Manuel Valls? Non, parce que je constate que tout son parcours politique, ce sont les Français qui en ont été les victimes. Il a été ministre de l'Intérieur pendant 2 ans, il a été Premier ministre pendant 3 ans. Pour quel bilan?
400 milliards d'euros de dette publique supplémentaire, des centaines de milliers de chômeurs et des centaines de milliers de pauvres. La France en proie à l'insécurité généralisée, à la délinquance qui a explosé, au terrorisme qui frappe sur notre sol, à l'islamisme radical qui a continué de prospérer. C'est ça le bilan de Manuel Valls. Donc évidemment, c'est un bilan qu'il partage avec d'autres, François Hollande bien sûr, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg. Ils sont tous co-responsables de ce quinquennat qui a été désastreux. Donc ils sont disqualifiés. Je crois qu'ils sont lourdement disqualifiés et je crois que les Français perçoivent ce Parti socialiste comme ne représentant évidemment aucune possibilité d'alternative à la politique qu'ils ont eux-mêmes menée depuis 5 ans. Voilà, c'était Nicolas Bay qui a répondu à vos questions ce matin, qui était l'invité du Talk et qui maintenant vient de répondre à vos interrogations sur différents sujets et notamment sur l'Europe. Nicolas Bay, merci. Merci à vous.